En me retournant, j'ai vu ce type et me suis figé. On s'était habitué à ne plus voir personne et la surprise me causa un choc. Il se tenait debout, sans bouger, à une dizaine de mètres et nous regardait tranquillement. Ses cheveux, sa longue barbe grise et ses traits indiquaient un homme déjà âgé. Cap s'est retourné, le vit et se figea aussi. Je n'osais faire un geste, lui non plus et nous sommes restés tous trois sans bouger, pendant quelques secondes. Le personnage a finalement fait demi-tour et a fait mine de se mettre à marcher, tout en nous regardant. Comme une invitation à le suivre. Nous avons ramassé nos armes et sommes partis à sa suite. Il avait pris un peu d'avance mais nous attendait, quelques mètres plus loin. On dirait un vieux sage, il n'a pas l'air agressif. Tu es sûr qu'il faut le suivre? S'il nous entraîne dans un piège? Il faut prendre le risque. C'est un moyen qui s'offre d'obtenir des informations. Mais tu as raison, il faut rester sur nos gardes. Le vieil homme ne prononça pas un mot pendant tout le trajet. Se contentant de se retourner, de temps à autre, pour vérifier si tout allait bien. Nous avons gravi une colline. Puis nous sommes arrivés à un espace plat et dégagé. Au milieu se dressait une hutte de bois et de torchis. Elle était vraiment petite et l'homme vivait, de toute évidence, essentiellement à l'extérieur. Des volailles vaquaient en liberté, çà et là. Un feu de bois brûlait doucement, au milieu de l'espace. Le foyer était cerclé de pierres plates. 2 branches fourchues supportaient une broche de bois, grâce à laquelle cuisait doucement une grosse volaille. Ses premiers gestes furent de remettre du bois dans le feu, pour le faire repartir. Il alla chercher 2 nattes de corde tressées, les déroula et les disposa devant le feu. D'un geste de la main, il nous invita à nous asseoir. Puis, il alla chercher, dans un pot de céramique peint avec des couleurs vives, quelques racines qui ressemblaient à des patates douces. Il les disposa dans les cendres, tout autour du feu. Attrapant un bol en bois, il déversa un filet d'huile sur le dindon, en le faisant tourner délicatement. Il n'avait toujours pas prononcé un mot. Cap eut un sourire amusé. Un ermite qui nous invite à un repas. Ça ne se refuse pas. Ce n'est pas un micro-ondes. Il va encore falloir un moment avant que ce soit cuit. Il n'est pas encore 9 heures. Ça va nous laisser le temps de faire connaissance. Essaye l'espagnol pour voir si c'est sa langue. L'homme s'était assis sur sa natte, face à nous. Je tentai une formule de politesse. Son visage resta impassible et il hocha négativement la tête. C'est drôle comme ces signes de tête, oui et non, sont communs à toutes les langues, tous les peuples. Remarque intéressante. Mais on fera des sciences anthropologiques quand on aura réussi à communiquer, si tu veux bien. Il essaya l'anglais, en désespoir de cause, mais, bien entendu, il n'eut pas plus de succès. Alors, il se mit à dessiner sur la terre meuble et sablonneuse. On pouvait reconnaître un canot, avec ses pagayeurs. Et 2 hommes attachés. Puis à grand renfort de gestes, il demanda à l'homme s'il en avait vu passer un. En regardant le dessin, l'homme se tenait le menton, pensif. Son regard allait du dessin à la gestuelle de Cap, qui faisait aller et venir 2 doigts montrant ses yeux puis le radeau, et en désignant notre hôte. Il hocha lentement la tête, cette fois affirmativement. Ou alors, pour montrer qu'il comprenait. Il tourna le dindon, se leva et fit signe de le suivre. Il se dirigea vers l'ouest en grimpant une colline. Rapidement, nous sommes arrivés à un promontoire qui dominait toute l'île et l'océan, à 360 degrés. L'île, qui avait grossièrement la forme d'un triangle, ne possédait pas de montagne. Quelques collines constituaient les seules hauteurs. Nous étions sur un des points culminants, dont l'altitude devait être 150 à 200 mètres. Du côté ouest, nous pouvions voir la mer, au loin, j'apercevais les petites îles voisines. Du côté est, il y avait une falaise en dessous de nous. Nous avions une vue imprenable sur un golfe. Il étendit le bras vers le nord et traça dans l'air une trajectoire de l'est jusqu'à l'ouest. OK? Ils ont dépassé les îles, en direction de l'ouest. Et il s'inclina, main sur la poitrine, en signe de remerciement. En admettant que ce soit bien notre gibier, mais il ne doit pas y avoir tant de canots que ça. Notre ermite repartit en direction de la hutte. Il faudrait lui montrer les cartes. Il connaît peut-être leur pointe de chute. Je vais les chercher. Gardez-moi une part de dindon. Avant qu'il ait eu le temps de répondre, je suis parti en direction de notre bateau. Je ne m'étais pas seulement esquivé dans un souci d'efficacité. J'éprouvais un léger malaise indéfinissable et j'avais besoin de réfléchir, seul. Un détail clochait quelque part sans que j'arrive à mettre la main dessus.
C'était probablement une chose infime, que j'avais aperçue et qui s'était enregistrée, quelque part dans mon inconscient. L'aller-retour ne suffit pas à le faire émerger. De retour à la hutte, j'avais les cartes, mais pas la réponse. Je les vis en pleine conversation, ils utilisaient surtout les mains. Cap avait grossièrement dessiné la forme de la France sur le sable et essayait de lui expliquer notre nationalité, mais l'ermite ne semblait pas comprendre. Il regarda avec intérêt les cartes que j'avais données à Cap. Le dépliage excita sa curiosité. Tandis que Cap étalait et lissait la carte sur le sol, il prit un angle entre le pouce et l'index et sembla sentir le papier sous ses doigts. Il ne se serait pas comporté autrement, s'il n'en avait jamais vu. Cela n'échappa pas à Cap, qui essaya d'expliquer, avec force geste, l'endroit où l'on se trouvait sur la carte. Littéralement fasciné, l'ermite suivait les contours des îles avec son doigt. Il allait mettre un certain temps à s'y faire. Je décidai donc de m'occuper du dindon qui cuisait toujours. La langue qu'il utilisait m'était totalement inconnue. Pourtant, on finit toujours par rapprocher un mot de ses cousins latins, anglo-saxons, germaniques ou slaves. Aucun de ceux qu'il prononçait n'était assimilable à une langue que je connaissais. Les langues des natifs se sont développées en circuit fermé et ne rentraient dans aucune famille de langue européenne. En somme, nous étions dans de beaux draps. Cap venait de passer au moins 10 minutes sur notre localisation. L'ermite semblait commencer à comprendre, il était en pleine réflexion. Sourcils froncés, méditatif, il scrutait attentivement les formes sur les cartes, les parcourant avec le doigt. Il semblait reconnaître les formes de la terre où il vivait et des îles voisines. Il finit par désigner du doigt la péninsule du Yucatan. Ce faisant, il regardait Cap d'un air grave. Pour s'assurer qu'il se comprenait, Cap désigna le canot encore dessiné sur le sol, d'un air interrogatif, puis la péninsule. L'indigène hocha la tête affirmativement. Son visage était toujours aussi grave, et comme empli de compassion. Son air ne me dit rien qui vaille. À moi non plus, Alva. Les gars sont en danger, ça ne fait pas de doute. Mais le Yucatan, ce n'est pas la porte à côté. Ça ne va pas être du gâteau pour les tirer de là. Je pense à une chose. Un ermite, ça doit avoir des connaissances médicinales. Tu penses qu'il pourrait soigner le fil? Son état s'est aggravé et nous n'y pouvons rien. On ne perd pas grand-chose à lui demander. Il se lança alors dans une gestuelle pour l'inviter à nous suivre vers le bateau. Quand il comprit ce qu'on demandait, il arrosa le dindon d'un peu d'huile, puis se tint devant nous, prêt à nous suivre. Arrivé au bateau, il stoppa sur les rochers et ne voulut pas nous suivre à l'intérieur. Il observait attentivement le bateau. Mais il n'était pas surpris, comme il avait pu l'être en faisant les découvertes précédentes. C'en était pourtant une de taille. J'en déduis qu'il nous avait sans doute vu arriver, depuis son promontoire. Cap lui fit signe d'attendre. Nous avons transporté notre blessé et l'avons allongé sur le pont du bateau. Il s'approcha alors, d'un bond souple, sauta sur le pont. Il se rapprocha et examina la plaie. Il prit l'air soucieux et nous regarda. Puis, d'un signe de tête, nous fit signe de le suivre. Il nous entraîna dans la forêt. Nous avons marché une bonne demi-heure derrière lui. Il cherchait des plantes, préleva des feuilles ici et là, ainsi que des morceaux d'écorce. Munis de cette verdure, nous avons fait demi-tour et nous sommes revenus au bateau. Il fit des demandes par geste et nous lui avons fourni des ustensiles de cuisine. Il jeta les ingrédients dans une casserole, les écrasa et en fit une mixture épaisse, à l'aide d'un peu d'eau. Une fois l'onguent appliqué et le bandage remis, il nous fit comprendre qu'il fallait attendre, avec un signe de main apaisant. Le blessé fut remis sur sa couche et nous sommes retournés à la hutte. Cap remercia l'ermite et on s'installa pour manger. Le dindon était parfait, un vrai régal. De quoi nous remonter un peu le moral. Nous avons mangé en silence. Cap était pensif. L'indigène, quant à lui, détaillait du regard notre équipement, il ne semblait pas s'en lasser. Les vibrations de la montre nous ramenèrent subitement les pieds sur terre. Elles s'accompagnèrent de la voix de Boom.